Bonjour, je m'appelle Marine Maugrain-Le Gagneur. Je suis scénariste de Mental, Nudes, Anaon et Zonz. Dans le cadre du défi Écris ta série organisé par le CMC, j'anime aujourd'hui un webinaire autour de la comédie. Je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis donc scénariste depuis 10 ans. Avant ça, j'ai travaillé en boîte de production en tant que directrice littéraire. J'y suis venue un peu par hasard parce que j'avais fait des études de lettres et que je voulais pas être prof, donc j'ai trouvé un stage en boîte de prod. La direction littéraire, c'est l'accompagnement donc des textes développés par les auteurs pour le compte de la production et en vue de vendre à des chaînes. Et à l'issue de quoi, au bout de 5 ans de ce travail, j'ai fait une année à la FEMIS en création de séries télé, qui est une formation continue à destination des professionnels de l'audiovisuel. Et c'est ça qui m'a amenée ensuite à écrire pour la télévision. J'ai commencé sur du polar avec Profilage, une série TF1, une série policière bouclée. J'ai fait un peu de feuilleton quotidien avec Demain nous appartient, puis j'ai créé une série qui s'appelle Mental à destination des ados, qui est c'est pour le coup une comédie, ce qu'on appelle une comédie dramatique, puisqu'il y a à la fois du drame et que quand même on rigole, qui a connu 2 saisons de 10 épisodes. J'écris plutôt pour les adolescents. J'ai écrit une série qui s'appelle Nudes, qui évoque la question des photos intimes échangées sur Internet ou sur les réseaux pour Amazon. Et là, je sors de l'écriture d'une série toujours pour ados qui s'appelle Zonz et que j'ai réalisée cet automne, qui est aussi une comédie sur des ados qui s'échappent de prison. Voilà, donc j'écris moi beaucoup pour un jeune public parce que je trouve que c'est souvent là-dedans qu'on trouve la possibilité d'une expression en tout cas un peu plus libre sur des chaînes et dans des programmes pour les plus jeunes. L'idée là, c'est de commencer par peut-être essayer de définir ce qu'on entend par comédie. La comédie, c'est un champ assez large, pour ne pas dire c'est le champ le plus large finalement de l'écriture scénaristique. Avant de s'intéresser peut-être concrètement à comment on fabrique une comédie, quels sont les outils dramaturgiques à disposition du scénariste pour écrire pour la comédie. Et puis ensuite, j'évoquerai un peu mon expérience sur Mental. Mental, c'est une série qui se passe en hôpital pédopsychiatrique, donc un milieu qui semble a priori assez peu propice au rire. Et pourtant, l'idée, c'était de déstigmatiser et de libérer la parole autour de cette question et donc de dédramatiser et de rigoler un peu, en fait, avec la santé mentale. On va entrer dans le vif du sujet peut-être avec la définition de la comédie. Donc, en fait, quand on se pose la question rapidement, une comédie, on pense d'abord à ce qui fait rigoler. À la télévision, on va d'entrée de jeu penser à la sitcom, Friends qu'on présente plus, qui est un peu la série indépassable du genre, qui a créé toute une histoire derrière elle de comédie de situation. Quand on pense comédie, on pense aussi comédie romantique, donc avec How I Met Your Mother, dans laquelle un homme cherche l'amour et raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère. On pense à des séries avec des personnages, donc des personnages qui vont être hauts en couleur, qui vont porter la comédie. Par exemple, on pense à Family Business avec Jonathan Cohen, comédien de comédie par excellence, qui va faire rire dans le jeu et qui va se retrouver dans des situations inextricables à vendre de la drogue sous couvert d'ouvrir une boucherie. On pense à la caricature avec, par exemple, The Office, dans laquelle on vient caricaturer les rapports de bureau. On pense à des situations hors du commun, donc des personnages qui se retrouvent dans des situations limites, comme par exemple dans En place de Jean-Pascal Zadi, où il se retrouve en lice un peu par hasard pour la candidature à la présidentielle. On pense aux parodies qui vont exploiter un genre, par exemple La Flamme ou Le Flambeau sur Canal+, dans lesquels on imite, on vient parodier les codes de la télécrochet. Mais en fait, on peut se poser la question de où commence réellement la comédie. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire rire tout le temps pour être dans une comédie ? Est-ce qu'il faut faire rire tout le monde ? Est-ce qu'il faut faire rire tout le temps ? Il y a beaucoup de séries qui ne sont pas cataloguées d'entrée de jeu comme des comédies, mais qui vont être des séries qui vont être éminemment drôles. J'ai pensé, par exemple, à Fargo, l'adaptation sérielle du film des frères Cohen, dans lesquels
Des personnages se retrouvent coincés dans des engrenages à penser qu'ils ont tué quelqu'un, à essayer de s'en sortir en cachant le corps et qui ne s'en sortent pas. Je pense à la Succession qui, d'entrée de jeu, enfin si on pitch Succession, c'est une famille de manias de la presse. C'est une famille maltraitante dont les rapports ont été détruits par l'argent et la volonté de pouvoir. On a de cesse que de regarder les personnages s'entre-déchirer et pourtant, à bien des égards, la série est très très drôle et peut être qualifiée de comédie puisque c'est une satire du rapport familial détruit. Breaking Bad, bon, qu'on ne présente plus, devant laquelle moi je ris beaucoup. Et si on résume Breaking Bad, c'est quand même un type qui est obligé de se mettre à vendre de la drogue pour trouver de l'argent pour sauver sa famille avant qu'il meure d'un cancer. Donc, a priori, ça donne pas très envie de se taper sur les cuisses. Ou Fleabag, qui est une de mes comédies préférées, devant laquelle on pleure de rire et qui raconte finalement une fille qui est en train d'essayer de survivre au deuil de sa meilleure amie dont elle se sent responsable du suicide. Donc là encore, on est sur une prémisse qui paraît pas forcément très, très marrante. Du coup, moi je me suis demandé ce qui qualifiait la comédie, puisque la comédie est avant tout quelque chose de protéiforme. C'est-à-dire que on peut commencer comme une comédie et finir dans un drame. C'est typiquement la structure de Fleabag, puisqu'on arrive, on a une nana qui s'entend pas avec sa sœur, s'entend pas avec sa mère, qui lutte un peu pour s'en sortir financièrement, qui est elle-même assez marrante. Et puis finalement, petit à petit, on se dit, bon, en fait, elle va pas très bien. Et on finit par comprendre pourquoi elle va pas très bien. Mais ça peut, à l'inverse, être un drame dans lequel se glissent des morceaux de comédie. Là, c'est pour moi plutôt Succession, c'est-à-dire qu'on est dans un drame humain et familial. Et pourtant, régulièrement, on rit des personnages et on rit de ce qu'ils se font les uns aux autres. Et on peut rire à des endroits et pas rire à d'autres. Et d'ailleurs, rien n'est plus personnel que le rire, donc c'est très difficile de définir finalement la comédie. Et surtout, la comédie se glisse partout. C'est-à-dire que on peut faire de la comédie avec n'importe quel autre genre. C'est-à-dire que moi, je pense à Brooklyn Nine-Nine, par exemple, qui est une comédie policière, où on va mener des enquêtes, effectivement, mais où finalement, c'est sous couvert de comédie. On peut faire une comédie médicale, comme Scrubs, où on est dans un hôpital, où on explore les rapports humains qui ont cours dans un hôpital. On a des moments terribles où les patients meurent. On est vraiment dans des rapports de soignants-soignés ou des rapports entre soignants. Et pourtant c'est une comédie assez haute. On peut faire une comédie de science-fiction à la X-Files, je pense à Visitors de Simon Astier. Une comédie de super-héros avec HeroCorp. On peut faire une comédie horrifique, on peut faire une comédie avec la mafia. En fait, on peut rigoler de tout. Et du coup, je me suis dit que finalement, ce qui définissait la comédie, c'était peut-être justement l'infini des possibles, des thématiques qu'elle aborde. C'est-à-dire qu'elle a ça en commun avec le drame et de différents des autres genres, que c'est l'humain qui fait sa matière première. C'est-à-dire que plus que tout autre genre, finalement, avec le drame, elle parle psychologie, philosophie, elle questionne ce qui fonde l'humain parce que c'est de ça qu'elle parle. Elle n'a pas le recours comme, par exemple, le policier de l'enjeu de vie ou de mort, par exemple. Dans une série policière, on élucide un meurtre, c'est avant tout, et ensuite l'humain là-dedans vient ajouter ce qui fait l'intérêt de la série, mais on a quand même ce qu'on appelle le whodunit pour tenir l'intrigue. La comédie, elle est là pour parler de l'humain et elle n'a que ça, puisqu'en fait on est dans des enjeux plus petits. Elle n'a pas d'autre raison d'être que de se servir de l'humain. En fait, ce qui fait même son intérêt. Elle réfléchit à ce qu'on est et par essence, elle rassemble parce qu'en fait, on ne rit que dans ce qu'on reconnaît de nous chez l'autre. Et le rire fonctionne comme ça. On rigole parce que on se reconnaît, parce qu'on reconnaît quelqu'un. Et c'est peut-être même pour ça d'ailleurs qu'on peut réfléchir. La comédie s'exporte assez mal. Enfin, on se rend compte que c'est assez difficile à adapter quand on écrit une comédie à la française. Elle est souvent pas vendue, par exemple, aux États-Unis, parce qu'on rit pas forcément de la même chose. Elle est traversée par des enjeux psychologiques et sociaux qui nous sont peut-être propres. Ce qui m'a fait réfléchir à ça m'a fait me dire que finalement, quand on veut écrire de la comédie, la première chose qu'il faut se demander, c'est sans doute de quoi je veux parler. Quel est mon thème et quel est mon sujet ?
puisque c'est ça qui va tenir le récit de bout en bout. Quand on entre par une comédie, on peut faire l'erreur de se dire « moi, je vais raconter des situations rigolotes et c'est ça qui va tenir ». En fait, non, comme le drame, il faut savoir de quoi on vient parler. Et puis, parce que cette thématique, on va la décliner encore et encore et encore, et elle va traverser toute la série. Et c'est pour ça que, à mon sens, les meilleures comédies sont souvent celles qui auraient pu être un drame. Par exemple, la méthode Kominsky, qui est portée par Michael Douglas, dans lesquelles il joue son propre rôle, en fait, quasiment un comédien vieillissant qui a peut-être plus de mal à trouver des rôles que Michael Douglas, mais qui a un cours de théâtre, qui essaye de maintenir une espèce d'aura alors qu'il sent bien qu'il n'est plus tout à fait ce qu'il a été. Et c'est donc une comédie sur le fait de vieillir. On aurait pu faire la même série et pleurer tout le temps. Or là, on se marre pas mal. Si ce qui fonde la comédie la plus profonde et la plus intéressante, c'est l'humain et le dramatique de la condition humaine, je me suis posé la question de comment est-ce qu'on en vient à faire rire avec cette matière-là, puisque si c'est notre position tragique dans l'univers qui finit par nous faire rigoler, quel moyen on a pour transformer toute cette matière dramatique en quelque chose qui nous fait rire. Je me suis listé quelques éléments, qui sont des éléments qu'on connaît, hein, mais la première comédie à laquelle on peut penser, c'est la comédie de situation. Donc effectivement, le personnage est mis en difficulté, il se retrouve dans une situation qu'il n'arrive pas à gérer, alors il va avoir un objectif qu'il n'arrive pas à atteindre, il rencontre sur sa route des obstacles, et sa façon d'essayer de gérer les obstacles va en générer d'autres. Ce comique-là repose souvent sur la connivence avec le spectateur, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages qui sont à des niveaux de connaissance de la situation variés, et le spectateur, lui, sait ce qui est en train d'advenir. Il est en connivence soit avec le personnage principal, soit avec la série elle-même, en fait. Et lui a conscience du problème et il attend les conséquences qui vont découler des actes du personnage coincé dans sa situation. On va de rebondissement en rebondissement. Et comme le comique repose sur les attentes, il faut à la fois répondre aux attentes et en même temps ne pas y répondre de manière trop convenue, trop classique, trop déjà vue. Et du coup, l'écriture comique, dans le cas de la sitcom, ça va être l'art de répondre à des attentes de manière inattendue. On cherche à créer la surprise, on cherche à déjouer ce qu'on s'attend à voir. Et il faut fabriquer des attentes et les décevoir, en fait. Sinon, on s'ennuie. Quand on parle de sitcom, alors parce qu'on a du comique de situation dans des séries qui ne sont pas des sitcoms, mais quand on parle de sitcom, par exemple à la Friends, on pense à des séries dont le ressort comique va être souvent la situation, donc l'épisode va présenter une situation qui dégénère et chaque épisode va être une nouvelle situation. Donc on a des personnages qui ne changent pas, des personnages qui vont être extrêmement caractérisés, avec des traits de caractère donc très très définis et qu'on connaît. Donc c'est des personnages dont on peut prévoir comment ils agissent, et qu'on va mettre dans des situations embarrassantes pour eux. Par exemple, on sait dans Friends que Monica, elle est extrêmement maniaque, donc elle est maniaque et psychorigide, donc on va la mettre en situation de réagir en tant que maniaque et psychorigide. Et les personnages dans ces sitcoms ne changent pas d'un épisode à l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont toujours avoir la même caractérisation, c'est la situation qui change, et le plaisir vient du fait de voir ces personnages qu'on connaît dans des situations variées et toujours plus compliquées. Un autre moyen donc de faire rire, j'ai appelé ça le geste, et ça repose beaucoup sur le jeu et sur le comédien. Bon, évidemment, on pense dans les films à Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, le slapstick de manière générale. C'est une comédie qui est plus physique, c'est une comédie de jeu, c'est un personnage incarné et qui vient porter le comique. C'est moins un ressort comique sériel à lui seul, parce que la forme est trop longue, quoi qu'on peut penser en vrai à Mr Bean qui pendant des années nous a fait rigoler en tombant. Mais en tout cas pour une comédie, pour une série d'un format plus long, c'est un ressort comique qui n'est pas suffisant. Mais c'est un adjuvant à la comédie. Donc on pense évidemment à Jonathan Cohen qui a un jeu assez outré par exemple dans Family Business. On pense à Jean-Pascal Zadi qui crée des personnages comme ça d'idiots humains qui en tout cas viennent créer le rythme de l'humour de la série. Donc dans En Place, on pense à Éric Judor et c'est le comédien qui prend là en charge le rire.
C'est un genre de comédie qui est facilement dévalué parce qu'on ne le pense pas comme forcément suffisamment intellectuel et pourtant, en fait, c'est un bel outil de comédie et de second degré. Là, moi, je pense à Fleabag, par exemple, qui n'est pas une série qu'on pourrait décrire comme ça, comme une série de jeux et de gestes. Et pourtant, je ne sais pas si vous connaissez Fleabag, tu verrez que c'est une série dans laquelle la comédienne principale, qui est aussi la créatrice, brise le quatrième mur en jetant des regards à la caméra. Et c'est une toute petite chose, et pourtant ça donne... C'est là la profondeur comique de Fleabag, c'est qu'elle prend le spectateur à partie en permanence, et elle commente en jetant des coups d'œil ce qui se passe à l'écran. On assiste à des situations qui sont en fait des situations un peu énervantes, où sa sœur va lui créer des problèmes, lui reprocher des choses, et elle, en un coup d'œil, paf, un petit sourire complice au spectateur. Tout d'un coup, la scène prend une dimension différente. Ah oui, vous aussi, vous avez déjà vécu ça, et vous aussi, vous trouvez ça hyper énervant, et tout le comique, en fait, va reposer là-dessus. J'ai gardé pour la fin ce qui, pour moi, est très propre finalement à l'humour sériel. L'écriture du dialogue, enfin moi c'est ce que je préfère, c'est faire rire avec le dialogue. C'est un art compliqué parce qu'on a souvent envie de faire rire en faisant des bons mots. C'est le jeu de mots, c'est la bonne blague, c'est le truc placé au bon moment, mais il faut faire assez attention à pas ne faire que des mots d'auteur. C'est-à-dire, quand on écrit des dialogues qui sont des bons mots, on perd parfois la sincérité du dialogue et du personnage et au profit de, certes, une phrase un peu drôle, mais on peut se perdre un peu dans ce jeu-là. Tous ces outils-là qui servent la comédie, les outils en fait dont on se sert pour créer du rythme et du contraste dans l'écriture. En fait, en réfléchissant à comment est-ce qu'on fabrique du rire, ce qui revient finalement le plus, il me semble que le rire survient quand on arrive à créer de l'inattendu. Quand on attend une chute, qu'en fait c'est autre chose qui arrive. Quand il y a une rupture de ton, quand on est installé dans un rythme et que finalement quelque chose arrive à déraille au milieu d'une scène très dramatique. Quand quelque chose arrive après coup, quand il arrive en contretemps. Là, je pense par exemple à Edgar Wright, qui est un grand réalisateur de comédie, qui travaille toujours le contretemps, c'est-à-dire qu'on a des choses. Il installe un rythme de blague, par exemple, et on va avoir une chute qui arrive un peu plus tard. Il peut travailler par exemple la répétition. Je pense là à Shaun of the Dead, je pouvais trouver sur YouTube. C'est un film dans lequel il y a des zombies. Il se prépare à aller, à sortir de chez lui avec ses amis pour récupérer sa mère et puis récupérer sa copine et puis s'enfuir et s'enfermer dans un bar à double tour pour survivre à une invasion de zombies. Il explique le plan et ce plan est illustré par une série un montage assez cut avec des illustrations de ce qu'ils vont faire. Et à chaque fois qu'il termine une version de ce plan, quelqu'un l'interrompt et dit et a une objection. Et du coup, il recommence. Et il recommence un peu plus vite. Rien que ça, ce retour du même mais un peu différent, ça fabrique de la comédie. La surprise fabrique de la comédie. Par exemple, là, je pense à Scrubs, qui est la série dont je parle tout à l'heure, qui se passe dans un hôpital, où on a un personnage qui est confronté à des situations... c'est un jeune médecin qui apprend la médecine et qui par ailleurs, est un jeune homme qui tombe amoureux. Enfin voilà, on a plein d'intrigues de jeunes étudiants. Il a un imaginaire assez riche. La série exploite cet imaginaire en projetant ses fantasmes et ses idées un peu étranges dans le monde réel. C'est-à-dire qu'en gros, il va avoir une discussion avec un médecin chef et puis il va dire une bêtise. Et il a un chanteur qui apparaît en arrière-plan et qui chante « Erreur ». Avec une voix de Stentor. Bon, c'est quelque chose qui projette dans son univers. On ne s'attend pas à le voir et au moment où ça arrive, très drôle. Donc tout est une histoire de créer de l'inattendu, du déséquilibre. Et on se sert de tous les outils pour faire ça. On fabrique des attentes, on fabrique une tension et on vient répondre à cette tension. Et c'est quand on répond à cette tension que le rire arrive. Et on peut servir pour ça du montage. Là, je repense par exemple à Edgar Wright, qui est vraiment un grand monsieur du montage, qui va travailler par exemple les faux raccords. Dans Shaun of the Dead, il y a aussi un passage assez rigolo où Shaun est en train d'expliquer quelque chose à son équipe. On est dans un brief d'équipe assez classique, et puis il laisse tomber son stylo, il se baisse, et en fait il entre par l'autre côté de l'image. Et on s'y attend pas, c'est un faux raccord.
mais voilà, ça fabrique du rire. Parce que ce qu'il faut aussi penser quand on fait de la comédie, encore plus qu'ailleurs, et qu'on est scénariste de comédie, c'est qu'on écrit pour l'image, pour le montage, on écrit aussi pour le son. Ce qui vient beaucoup aider le rire dans la comédie, c'est le son. Et on y pense assez peu à mettre, quand on est scénariste, des références de musique ou à anticiper un peu le montage en décrivant un peu davantage les choses que quand on est dans un polar où là, finalement, ce qui est important, c'est de comprendre le raisonnement du flic. Là, l'idée, des fois, c'est de penser l'enchaînement des plans. Déjà, c'est de visualiser un peu dans sa tête ce que va être l'image, en fait, ou le son de la comédie. Je pense à 2 autres outils qui fabriquent le rire, qui sont toutes les 2 un peu pour moi la même chose parce qu'elles exploitent des références. C'est la parodie, donc on en parlait tout à l'heure, la flamme, le flambeau, où là on vient exploiter des codes que le public connaît pour faire rire avec. Donc typiquement la flamme qui parodie la télé-réalité, je pense au cœur à ses raisons qui parodie les feux de l'amour. Donc là on va analyser les codes d'un genre et on va les pousser à l'extrême pour faire rire. Donc c'est un art de l'outrance en fait. Et puis il y a ce qu'on appelle le méta. C'est la série qui parle d'elle-même. Typiquement par exemple Twin Peaks, la série de David Lynch dans laquelle on a une jeune femme qui meurt et on cherche qui a tué Laura Palmer. Les moments où elle est la plus drôle, c'est quand elle s'auto-parodie un peu, c'est-à-dire qu'on sent que Lynch, qui vient du cinéma, prend un grand plaisir à écrire un feuilleton et se sert des codes du feuilleton et les pousse à l'extrême dans une espèce d'esthétique très, ce qu'on appelle soap, quoi, où on a des personnages un peu caricaturaux, des couleurs rose bonbon, une Amérique des années 50 qui est représentée, des sentiments, des gentils sentiments. Et en parallèle, il montre les personnages qui regardent un soap, qui est encore plus dans l'outrance, et du coup la série se reflète elle-même et on s'en amuse. Là, on a évoqué un peu les ressorts du comique, mais les ressorts du comique en série, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que tout ce dont je viens de parler, c'est des choses qu'on peut utiliser dans les films et dans les séries indifféremment. Comment est-ce qu'on crée une série de comédie ? L'idée, c'est de partir du concept. Le concept, c'est ce qui fonde la série. Un film de cinéma, c'est une histoire. Ce qui fait le film de cinéma, c'est une histoire. C'est un conflit qui est résolu à la fin. C'est un personnage qui va d'un point A à un point B. C'est un parcours de personnage. C'est linéaire. Une série, pas du tout. Une série, c'est une mécanique qui génère des histoires. Un concept, c'est une machine à créer des problèmes. C'est un postulat de départ dont on sait qu'il va pouvoir se développer dans une multitude d'épisodes. En fait, on l'obtient comment ? On l'obtient souvent en rapprochant 2 éléments qui entrent en contradiction. Par exemple, Dr House, qu'on connaît tous, c'est un médecin qui déteste ses patients. Raising Hope, dont on vient de parler, c'est élever un enfant le plus normalement possible dans une famille complètement déjantée. Quand on a un concept, chaque épisode va être un problème généré par ce concept. Donc ce qui vient faire partie du concept, comment est-ce qu'on travaille un concept ? Dedans, il y a un personnage, une arène, voir un paradigme narratif, c'est là où par exemple How I Met Your Mother, chaque épisode, je vais raconter une étape de comment j'ai rencontré votre maman. Une fois qu'on a le concept, il faut réfléchir à quelle est la thématique qui est explorée par ce concept. De quoi vient parler la comédie. Raising Hope, c'est évidemment comment élever ses enfants. Qu'est-ce qui est important quand on élève ses enfants. House, c'est est-ce que c'est possible d'être un médecin complètement moral ? Parce qu'en fait, il déteste ses patients parce que ses patients mentent et que lui, il aime la vérité. Bon, est-ce que ça marche ? Atypical, qui est une série sur un jeune homme autiste qui veut trouver une copine et aller à la fac. Donc sa question, c'est peut-être qu'est-ce que c'est qu'être normal ? En fait, chaque épisode va être une réponse plus ou moins drôle à une nouvelle façon de poser cette question, qui va être la question que pose en fait le concept. Le concept, il vient aussi induire une mécanique. La mécanique, c'est quoi ? C'est la matrice de l'épisode. Ça va être sa durée, le nombre de personnages récurrents, le nombre de décors récurrents même. C'est le code de la série qui sera toujours le même. C'est la façon dont les épisodes vont construire leur rythme. C'est la façon dont ils vont poser le concept et y répondre. Alors, il y a des séries qui sont très codées. Notamment ce qu'on appelle les séries procedural. House, c'est une série procedural, c'est-à-dire qu'elle est...
toujours fabriqué de la même manière. Le problème va arriver dans un premier acte. Enfin, il va y avoir 2, 3 fausses pistes, on le sait. Il y a tant de séquences qui vont s'occuper du cas médical, tant de séquences qui vont s'occuper de sa vie intime, etc. C'est très très codé. Toutes les séries ont une mécanique, même si dans certains cas on ne les voit pas parce qu'elles sont plus habilement dissimulées, mais toutes les séries ont une façon à elles de raconter leur histoire. Dans le concept, on a aussi la reine qui rentre en ligne de compte puisque elle fait complètement partie du concept. Typiquement dans Scrubs, on va explorer les codes de l'hôpital. Et puis j'ai gardé pour la fin ce qui pour moi fait le moteur principal de la comédie, qui est le personnage. On pense facilement, par exemple, aux personnages de comédie comme des personnages archétypaux. Dans Friends, ils ont leur trait de caractère bien campé. Dans Nos chers voisins, c'est pareil. Shameless, on est sur des personnages qui vont être extrêmement caractérisés. Et c'est dans leur façon d'interagir entre eux qu'on va trouver la comédie. On a aussi des personnages qui sont en décalage avec leur univers et c'est dans ce décalage que se crée le rire. Typiquement, voilà, dans Atypical, on est avec le personnage du jeune autiste, mais en même temps on rit de son inadéquation au monde parce que voilà, nous on mesure à quel point le chemin est grand entre ce qu'il voudrait être et ce qu'il est en mesure en tout cas de... Voilà. En gros... ce qu'il faut chercher quand on fabrique un personnage de série, c'est un conflit. Typiquement, si on prend un personnage de série va avoir ce qu'on appelle un want, c'est-à-dire un objectif qui est conscient et ce qu'il veut atteindre, et il va avoir un need, c'est-à-dire quelque chose dont il a effectivement besoin. Je vais prendre des exemples peut-être pour expliciter un peu ça. Si on prend Succession, on a donc cette histoire de famille avec une entreprise dont chacun des enfants veut hériter. Le personnage principal qui est Kendall est le fils aîné et devrait hériter de l'entreprise de son père. Kendall est un grand personnage de série parce qu'il a un conflit qu'on ne peut pas résoudre. Il veut que son père le reconnaisse et pour que son père le reconnaisse, en fait, il faut qu'il le batte à son propre jeu. En gros, pour obtenir l'amour de papa, il faut tuer papa. Ça, c'est un grand conflit de série parce qu'on ne peut pas résoudre cette équation. Quand on veut écrire une série et a fortiori une comédie qui dure, il faut trouver ce qui, chez le personnage, va le mettre en difficulté. Et on le trouve dans l'inadéquation de ce qu'il croit vouloir et de ce dont il a besoin. Dans des choses beaucoup plus légères que Succession, on peut penser à Mes premières fois. Typiquement, la jeune fille donc, qui est une lycéenne assez ordinaire, assez première de la classe, qui s'appelle Devi. Devi se met systématiquement en difficulté parce qu'elle veut être parfaite, alors qu'elle est une jeune fille normale et que le mieux étant l'ennemi du bien. À chaque fois qu'elle essaye de tout réussir, elle s'aborde tout, puisque à force de ne pouvoir renoncer à rien, elle s'aborde tout. Si on prend Breaking Bad, il y a plein de façons de parler du conflit du personnage principal de Breaking Bad. On peut se dire que d'une façon, il voudrait mettre sa famille à l'abri, et pour mettre sa famille à l'abri, il la met en danger. Parce que c'était une façon de le résumer. On peut aussi se dire qu'il voudrait être respecté par sa famille, mais pour être respecté par sa famille, il devient absolument pas respectable. Et en fait, la fin d'une série arrive quand qu'on appelle le need, donc le besoin profond du personnage est rempli. Là, ça veut dire que son conflit est résolu et que du coup, il ne peut plus porter la série. Toutes ces choses sont en corrélation, évidemment, et quand on réfléchit au concept, il faut réfléchir au personnage. Quand on réfléchit à la thématique, il faut réfléchir au personnage. Le personnage doit être celui qui est le mieux pour incarner la série. C'est celui qui doit être le plus à même de développer sa thématique. Je vais aborder rapidement l'écriture de Mental, qui est la comédie dramatique que j'ai écrite entre 2018 et 2020, qui se passe en hôpital pédopsie. C'est une expérience intéressante au sens où on fait de la comédie dans un univers qui n'est pas drôle. C'est une comédie qui est un peu sur le fil parce que l'idée c'est quand même de ne surtout pas se moquer des personnages en souffrance psychique. Et pour autant, il faut qu'on rigole et qu'on libère un peu la parole autour de ça. Donc, comment ça s'est fabriqué cette histoire? J'ai coécrit cette série à l'initiative d'un producteur qui s'appelle Augustin Bernard et avec Victor Lockwood, mon co-auteur. Et on a commencé par faire de la recherche. Parce que l'idée c'était d'écrire une série sur des ados en souffrance et il fallait absolument ne pas dire n'importe quoi là-dessus. D'autant plus qu'on avait pour ambition qu'elle
qu'elles permettent de libérer la parole des ados et donc de fabriquer de la confiance, en tout cas entre les adolescents et les adultes, afin de leur permettre de parler en cas de problème. Donc on a commencé par lire énormément, rencontrer énormément et engranger suffisamment de matière. On a visité des lieux, rencontré des malades. Ça n'est absolument pas là que se fabrique la comédie, puisqu'on est vraiment dans un univers qui n'est pas drôle. Mais en revanche, cette matière-là nous a donné un angle, c'est-à-dire qu'en récupérant la parole de tous ces gens et en visitant ces lieux et en se renseignant sur ce que c'était que la maladie mentale, on a compris ce qu'on voulait en dire. Et ce qu'on voulait en dire se résume de plusieurs manières, mais c'était qu'on a tous une santé mentale, que selon les moments de la vie, on va plus ou moins bien, qu'il n'y a pas une rupture entre les fous et les pas fous, que ça concerne tout le monde et que par essence, l'adolescence est un passage délicat. À partir de cette matière, on a travaillé nos personnages. Donc on a essayé de leur donner corps et de chercher les personnages qui pouvaient le mieux venir explorer ces thématiques de l'adolescence fragile, de la santé mentale, de la souffrance en tout cas à cet âge-là. On a travaillé donc les personnages en cherchant ce qu'on voulait dire de l'adolescence en tant que moment de fragilité. Donc là, l'idée c'était plutôt d'aller chercher chez nous qu'avait été l'adolescence et quelles avaient été les difficultés dans lesquelles nous, en tant qu'adolescents, on s'était retrouvés. C'est beaucoup ça, hein, l'écriture, notamment de comédie, c'est beaucoup... Enfin, il faut être prêt à se livrer un peu et à donner un peu de soi. Les personnages... Un truc auquel je crois, qui est peut-être un truc très perso, mais c'est que les personnages sont toujours un peu soi, même les pires. Il faut pouvoir comprendre chacun de ces personnages parce que c'est comme ça en fait qu'on arrive à les faire évoluer justement. Donc on est allé chercher dans nos angoisses, nos névroses, les trucs qu'on avait un peu traversés étant adolescents. Et donc on est parti de cette thématique de la série pour la subdiviser en sous-thématiques. L'adolescence c'est quoi une envie d'appartenir au groupe, c'est une envie de normalité, c'est une problématique souvent avec son image, c'est la peur de l'abandon. Enfin, en gros, on a un peu isolé tout ça et on a travaillé nos personnages comme pour que chacun vienne métaphoriser un peu ces problématiques-là. On a donc le personnage de Mélodie qui est une wannabe influenceuse et qui est complètement perdue en fait entre la réalité de ce qu'elle est et la réalité de ce qu'elle est, de ce qu'elle paraît être à l'écran. Et qui a donc un petit problème de mythomanie. On a Estelle qui est schizophrène et qui a un désir de normalité et d'appartenance qui l'a fait avancer. Et Simon qui a été abandonné par ses parents bébés et qui a un complexe de l'abandon. Et on a cherché ensuite dans nos recherches quelles difficultés, quels troubles mentaux pouvaient les mieux métaphoriser ces difficultés-là. Donc on a travaillé la schizophrénie avec Estelle, on a travaillé l'état limite avec Simon, parce que ces maladies-là pouvaient venir métaphoriser ce qu'on voulait dire de l'adolescence en fait. À cet endroit-là, on rigole toujours pas beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser la question de comment ils vont nous faire rire. Et c'est finalement en les fabriquant ensemble que on se dit ah ils vont nous faire rire parce que celui-là et celui-là vont pas s'entendre, parce que justement celui-là et celui-là vont s'entendre, ils vont sans doute fabriquer des étincelles, etc. On se pose quand même à ce moment-là la question de qui va être drôle comment, c'est-à-dire qu'on sait que Simon c'est un personnage un peu brillant, qui va énormément parler, donc c'est là qu'il va nous faire rire. On sait qu'on a envie, parce qu'il est borderline et que c'est souvent le cas, qu'il soit irrévérencieux, un peu histrionique. Bon, on sait que l'humour va se trouver ici. Mélodie, on sait qu'en fait, elle est dans une forme de déni qui, à certains endroits, peut être drôle. Estelle, c'est plutôt le décalage. Voilà, donc on va travailler ces axes comiques-là. Voilà, ça reste encore très théorique. À partir du moment où on a les personnages, on va écrire leur parcours, ce qu'ils vont apprendre dans la série, d'où ils partent, où est-ce qu'ils vont. Souvent, c'est pas mal de commencer par la fin, où est-ce qu'on veut les amener. Et ensuite, on repense le début et le milieu. Une fois qu'on a ces parcours de personnages qui sont là encore pas forcément très marrants, parce qu'on reste à l'endroit un peu théorique, on va, ce qu'on appelle breaker les arches. On les découpe en petits morceaux. C'est-à-dire que ces parcours de personnages vont s'incarner dans des étapes. Et chaque étape va correspondre à un épisode. Et là, on commence à entrer dans ce qui va faire la comédie, parce que l'idée, c'est de trouver comment ces parcours peuvent s'incarner dans des situations qui vont nous faire marrer. Et là, l'écriture à plusieurs commence à devenir vraiment très intéressante, parce que autant
fabriquer du personnage, autant trouver des situations qui soient... Enfin, c'est déjà pas mal de pouvoir tester sur son co-auteur les idées de situation, voir ce qui te fait rire, rebondir, trouver que quelque chose on l'a déjà dit, déjà vu. On discute de ce qu'on veut dire et c'est le moment où on se dit comment est-ce qu'on veut le dire que là on pense vraiment comédie. Et c'est au moment de breaker les arches que du coup on entre dans l'intrigue à proprement parler. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée c'était de chercher un point de départ qui soit certes drôle, un point d'arrivée qui soit inattendu et une manière un peu marrante d'y arriver. Par exemple, dans l'épisode 2, je crois, on a Mélodie et Simon. Simon pense que Riyad, le soignant, est homosexuel. Mélodie est persuadée que pas du tout, il la drague. Il se lance dans un petit pari à qui séduira l'infirmier en premier. Évidemment, c'est un défi impossible. Il est absolument impensable que le soignant se laisse séduire par l'un des ados. Évidemment, ils s'y prennent comme des manches. On sait qu'ils vont pas y arriver, mais l'idée, c'est de les faire arriver à un endroit qu'on n'attend pas. Donc, en fait, ils se retrouvent punis d'une manière un peu marrante. Et entre-temps, on trouve toutes les manières qu'ils ont trouvées pour... essayer de séduire d'une manière ou d'une autre, en provoquant, en se déguisant, en surprenant. Voilà. Là aussi, quand on en vient à l'intrigue, c'est souvent intéressant de commencer par la fin, de voir par où est-ce qu'on veut les amener, et ensuite de remonter dans l'histoire pour trouver quelles étapes les ont amenés là. À l'échelle de l'épisode, c'est le mélange des intrigues qui fait ce qu'on appelle le séquencier, qui est le document structurel de l'épisode. Et c'est dans le séquencier qu'on commence à voir se dégager le ton de la série. On va avoir par exemple 3 intrigues, une intrigue de groupe, 2 intrigues de personnages. On va avoir Mélodie et Simon qui se battent pour l'amour de Riyad. On va avoir Estelle qui se démène face à une infirmière qui la maltraite et personne ne la croit puisque la parole des schizophrènes n'est pas écoutée. Et on va avoir un personnage par exemple qui refuse de prendre un médicament. Et c'est dans le mélange de ces intrigues et dans la façon dont elles arrivent entre elles que se dégage le ton de la série. Donc on va avoir l'intrigue d'Estelle qui n'est pas du tout drôle. Et puis en parallèle, on va monter celle de Simon et Mélodie. Et c'est dans le contrepoint entre le drame et l'intrigue plus légère que le ton de la série se dessine. Et à l'issue de tout ça, on écrit les séquences et puis on écrit les dialogues. Et c'est vraiment dans les dialogues que nous, on s'amuse le plus. Et quand un personnage est bien caractérisé, il va se dialoguer très vite tout seul. Le conseil que j'ai à donner le plus, c'est de les relire à voix haute et de rire à ses propres blagues. Parce qu'on est toujours un peu le juge de ce qu'on écrit. Et puis ensuite de faire lire à d'autres pour voir si quand même on était un bon juge ou pas. Voilà. Je me dis qu'à retenir peut-être de tout ça, c'est peut-être que, à mon sens, moi, la comédie se nourrit du drame et que c'est dans la façon de raconter qu'on est drôle et que la comédie est peut-être une affaire de tension et de détente. Donc on crée une attente et on la déçoit parce que ce qu'on fabrique, c'est un rythme. C'est pas facile de trouver un concept de série romantique. Enfin, pour avoir essayé plusieurs fois, comme justement c'est une forme narrative qui est assez propre finalement au film. Enfin, dans une comédie romantique, on part d'un point de départ, on sait un peu où on va et l'idée c'est de voir ce chemin se fabriquer. Et quand on est dans une série, puisque l'idée c'est de fabriquer de la surprise, c'est compliqué de faire une romance sérielle sans devenir un peu chronique. Sans que le récit ne se répète en fait. Il faut un très bon concept si on veut que la série tienne simplement sur la romance. Parce que on progresse sinon pas assez vite, ou alors on est obligé de retourner en arrière, ou alors on s'ennuie parce que les choses avancent que dans le sens prévu en fait. Parce qu'en fait dans la comédie romantique, une grande partie du plaisir vient du fait que on sait un peu où on va. Et du coup, en ce sens-là, How I Met Your Mother est vraiment intéressante parce qu'ils ont trouvé une forme qui rebat les cartes. Comme on ne sait pas qui est la mère, et comme cette question-là est sans cesse reposée, ils arrivent à fabriquer de la romance à répétition avec des filles différentes,
Et là, ça dure autant de temps qu'ils le veulent, quoi. Mais en soi, c'est pas un outil facile à manipuler en comédie, ouais. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, j'espère qu'il vous aura plu. Prochain webinaire sur les séries Action Aventure en janvier.